Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a installé ce vendredi le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies. Dans sa nouvelle formule, ce conseil a pour mission d'assurer la coordination de toutes les actions qui concourent à la lutte contre les maladies précitées. La cérémonie fort simple qui a consacré son installation a connu la présence du corps diplomatique et des représentants résidents du système des Nations Unies. Vous aurez le compte-rendu de Renaud Akakbo dans nos prochaines éditions. Notons que le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida est en pleine mutation. Il ne s'occupera plus uniquement du sida. Ses prérogatives s'étendent à d'autres maladies. Cette réforme a fait l'objet d'échanges entre 3 ministres du gouvernement et le directeur exécutif de l'ONU-Sida. La rencontre a eu lieu hier au ministère du Plan et du Développement. Koudous Abdoulaye. J'ai suivi cette réforme-là dans un modèle unique dans la sous-région porté par le Bénin. Le Conseil national de lutte contre le sida prend en compte désormais d'autres maladies. Nous avons élargi l'éventail pour être plus efficace. Et cela se traduit dans les attributions du CNLS. Cela se traduit aussi dans la composition du CNLS qui a été modifiée et dont le chef de l'État assure lui-même la présidence. Cette innovation n'écarte pas le Bénin de l'objectif primordial de 2030. Au Bénin, ici, nous sommes déterminés. Le Conseil national de lutte contre le sida, qui traditionnellement s'occupait seulement du sida et des maladies sexuellement transmissibles, désormais va étendre ses prérogatives au paludisme, à la tuberculose et puis aux épidémies. L'efficacité dans la lutte contre le sida, c'est l'objectif visé par cette innovation. Le renforcement des actions de sensibilisation est également en vue. Les populations ont beaucoup confiance à ceux qui animent ces centres de promotion sociale parce qu'ils la considèrent un peu comme leurs parrains. Donc c'est des structures qui peuvent également servir de relais. Des réformes intégrées dans le nouveau modèle apprécié par le directeur exécutif de l'ONU-Sida. Ça me paraît être un modèle institutionnel nouveau, mais qui est très intéressant. Qui est très intéressant parce que ça va réduire la fragmentation. De nouvelles dispositions qui renforcent le Bénin dans la lutte contre les maladies, notamment le VIH-Sida. Toujours dans le domaine de la santé, la fièvre hémorragique à virus Lassa a encore fait parler d'elle cette année dans la commune de Tchao. Suite au décès du premier cas enregistré, une équipe du centre de production télévisuelle de Parakou est descendue sur le terrain. Objectif, constater les mesures prises pour la prise en charge d'éventuels cas de la maladie. Le reportage est signé Nestor Sela. Nous sommes ici à Yamboa. C'est dans la commune de Tchaouro, un village frontalier avec le Nigeria. C'est en ce village que la victime de Lassa le 12 février 2017 qui est décédée, qui a été accueillie. Et nous sommes avec le major qui a reçu cette première victime aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde. Nous confirmons effectivement que c'est nous qui avons reçu le premier cas, sinon moi. Lorsque nous avons reçu la victime le 11 passé, nous avons pris les constantes, nous avons constaté que effectivement elle a les symptômes. Nous avons fait les premiers soins. Après les premiers soins, nous avons référé la dame vers le service compétent qui est notre zone sanitaire hôpital Saint-Martin de Pampané. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais avec le médecin coordinateur zone sanitaire Tchaouro, nous allons comprendre les mesures qu'il faut adopter pour éviter de pareils cas à l'avenir. Premièrement, de se rendre automatiquement à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes. Il faut éviter aussi la chasse des petits rongeurs. La chasse des petits rongeurs, c'est-à-dire les rats, les souris, parce que, comme on l'a dit, ce sont les réservoirs des virus. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, même à la maison. Éviter au maximum de se serrer les mains. Et à l'endroit des formations sanitaires, une batterie de mesures s'impose pour éviter tout risque. Renforcer les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains à l'eau et au savon, mais aussi on peut utiliser
les solutions hydroalcooliques, mais aussi traiter les habits des malades suspects avec une solution chlorée à 0,5%. Ces mesures sont déjà mises en place dans ce centre de Papanais qui a enregistré le premier cas le 12 février dernier. Dans tous les services de l'hôpital, dans toutes les salles de soins et à l'entrée de chaque service, il y a un dispositif soit de distributeur du gel hydroalcoolique, soit de l'eau chlorée à 0,05%. Un traitement efficace contre la fièvre existe, mais à condition que le malade soit admis le plus tôt possible dans un centre de santé dès l'apparition des premiers symptômes, confessent les médecins de la zone sanitaire de Tchaourou. La Fondation Claudine Talon lance officiellement ses activités. C'est au cours d'une cérémonie qui a connu la présence d'éminentes personnalités, aussi bien nationales qu'internationales. C'était au siège de la Fondation à Cotonou. Le reportage avec William Tchoki. Elle a démarré ses bonnes œuvres au Bénin depuis juillet 2016. Aujourd'hui, elle lance officiellement ses activités. La Fondation Claudine Talon, c'est 6 valeurs humaines, 6 valeurs de vie orientées vers la mère, l'enfant et les exclus de la société. C'est un défi de taille et nous avons donc choisi de nous concentrer sur 2 objectifs spécifiques afin d'avoir un impact important. Ces objectifs sont améliorer l'accès aux soins de qualité pendant la grossesse et l'accouchement, améliorer l'accès à l'eau potable et améliorer les conditions sanitaires. Faire acquérir aux élèves des compétences de vie courante visant la prévention des maladies liées à la mauvaise hygiène. Mobiliser les parents et les familles pour une participation communautaire impliquant les enfants eux-mêmes. Mettre fin à la discrimination, à la stigmatisation constitue aussi un cheval de bataille pour la Fondation. À ce niveau, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, reconnaît l'engagement de la Première Dame. Notre combat devrait nous amener vers l'autre, vers celui qui est exclu, vers celui qui a besoin de nous. Et c'est dans ce sens-là que cette fondation naît. Et je voudrais dire que ce nouveau leadership de ce pays, le leadership basé sur la rupture, j'adore ce mot, basé sur cette façon de vouloir amener une nouvelle dynamique basée sur une transparence, en même temps une obligation de rencontre, une obligation de résultat. Je pense que c'est ce genre de leadership dont nous avons besoin dans notre continent d'aujourd'hui. Dans le rang des invités, il y avait l'ancienne première dame de la France, elle aussi présidente d'une fondation. Elle rassure sa consoeur de son entière disponibilité pour l'atteinte des objectifs de la fondation. Ma modeste contribution sera d'appuyer l'une de vos actions que je trouve formidable, à savoir celle qui consiste à aider les jeunes à avoir accès à la technologie. Facteur indispensable de développement, en offrant à la Fondation Claudine Talon 100 tablettes et ordinateurs pour équiper plus d'écoles à venir et également en aide aux mères qui doivent assurer le suivi scolaire de leurs enfants. La Fondation Claudine Talon est née pour corriger une injustice sociale, assurer une bonne santé pour la mère et l'enfant et aussi de l'eau potable aux populations démunies. La Fondation a démarré ses activités par le projet pilote amélioration de l'hygiène et l'assainissement dans les écoles au Bénin. Ce projet a un volet non inscrit qui me tient à cœur, celui de la gestion de l'hygiène menstruelle des jeunes filles. Ce volet n'est pas inscrit dans le projet initial par défaut de solutions pratiques. Mais après recherche et échange avec des partenaires, une solution est en train d'être trouvée. L'absentéisme, voire l'abandon de l'école chez les jeunes filles pour cause de menstruation, sera très prochainement un champ d'intervention de la Fondation. Après 6 mois d'activité, la Fondation a déjà touché 70 écoles pour la phase pilote avec 106 blocs de latrines munis de poses de lave-mains. À l'horizon 2020, elle ambitionne toucher 320 écoles dans 25 communes à besoins prioritaires.
Graça Machel, la veuve de Nelson Mandela en visite au Bénin, était à l'Office central de protection des mineurs. Graça Machel était porteuse d'un message d'espoir aux pensionnaires du centre. Le compte rendu de cette étape avec Renaud Akakbo et Jean-Claude James. À l'Office central de protection des mineurs, Graça Machel a touché du doigt les conditions de séjour des enfants placés en situation de transit. Ils sont plusieurs dizaines dans ce centre et les raisons qui motivent leur séjour humanitaire sont variées et diverses. À la faveur d'une visite guidée, l'épouse du héros de l'apartheid a apprécié le dispositif mis en place pour la prise en charge des pensionnaires et c'est en compagnie de la première autorité de l'Office. Votre présence témoigne l'affection que vous témoignez à l'endroit des enfants du Bénin, notamment les enfants en situation de vulnérabilité. Soyez vraiment remerciés. L'Office a comme engagement le respect des droits de l'enfant et s'attelle tous les jours à apporter un peu de bonheur à ces enfants qui se retrouvent avec nous. Et nous voudrions profiter de votre présence ici pour vous dire que nous comptons beaucoup sur votre appui pour mener le plaidoyer au plus haut niveau. La visite de Graça Machel à la brigade des mineurs n'est pas le fait d'un hasard. Elle a toujours lutté pour la protection des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants. J'ai eu à travailler longtemps avec des enfants. J'ai travaillé avec des enfants, pas seulement sur notre continent, mais également en Asie, en Europe, en Amérique latine. Alors la réalité, c'est que de par le monde, il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées par votre bien-être et des personnes qui sont assez sensibles par rapport aux défis et des difficultés que vous avez pu rencontrer en tant qu'enfant. Alors il est très important que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas délaissé, vous n'êtes pas seul face à votre destin. Alors nous sommes ici dans le cadre d'une mission et nous sommes très humbles et à la fois honorés donc, de pouvoir être ici dans le cadre de cette mission. Alors en réalité, c'est la première fois que je viens au Bénin et il se fait que cela coïncide avec ma venue dans ce centre et le passage au Bénin va être marqué donc, par ma visite ou la visite que j'ai effectuée dans ce centre et j'aimerais vous rassurer, vous assurer du fait que je ne vous oublierai jamais. Son combat en faveur du respect des droits des couches les plus démunis lui vaut une reconnaissance planétaire. Et cette descente n'est plus ni moins qu'un appel aux enfants de ce pays qu'ils ont une mère et une amie toujours engagées dans la défense de leurs droits. Les élèves du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres ont aussi reçu la visite de Graça Machel, une rencontre au cours de laquelle elle a prodigué à ses jeunes interlocutrices de sages conseils. Le compte rendu avec Renaud Akakbo et Rachidat Biomama. What do I do with this? I have to do this. Okay, thank you. Au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, les élèves ont réservé à l'épouse de Nelson Mandela un accueil des plus chaleureux. C'est dans cette ambiance toute particulière, empreinte d'hospitalité, que les jeunes filles ont échangé avec leur marraine de circonstance. Dans le feu roulant des questions, les pensionnaires du Collège Notre-Dame des Apôtres ont voulu en savoir un peu plus sur le parcours de Graça Machel. Elles ont également évoqué des sujets aussi poignants que ceux liés aux pesanteurs sociologiques et aux conflits qui déchirent les familles, véritables freins pour l'épanouissement des enfants. Par la voix de leur porte-parole, les élèves du cours secondaire Notre-Dame ont exprimé quelques attentes. Votre démarche à notre roi ce matin est noble. Ainsi, doit-elle davantage nous déterminer à prendre conscience de la dignité féminine et du travail bien fait. Également présent à cette rencontre, le ministre en charge de l'enseignement secondaire qui a réitéré l'engagement du gouvernement à faire de l'éducation des filles une priorité de tous les instants. Que ce soit en français ou dans la langue de Shakespeare, le message porté par Graça Machel en direction de ses filleuls de circonstance a valeur d'exhortation. J'aimerais que vous ayez à chaque fois en tête
Parce que le pouvoir de savoir ce que vous voulez devenir, d'avoir en tête de réaliser vos rêves, quelles que soient les contraintes sociales ou matérielles qui vous entourent, est une puissance que vous devez toujours garder en vous. Grâce à Machel, est diplômé en droit et fut ministre de l'Éducation et de la Culture de son pays, le Mozambique, de 1975 à 1989. Issue d'une famille modeste, pour qui l'ascension sociale passait par l'éducation, elle est persuadée que la jeune génération peut se prendre en charge et assumer son destin. J'aimerais également que vous puissiez créer des liens, interagir avec les autres jeunes du continent, parce que c'est vrai, vous êtes béninois, béninoise, mais vous appartenez également à la grande famille africaine. Alors il serait important que vous puissiez interagir avec les autres jeunes du continent pour pouvoir faire en sorte de transformer les conditions actuelles. Grâce à Machel, elle est repartie comme elle est venue, sous la clameur enthousiaste des jeunes leaders de demain, plus que ravis d'accueillir dans leur école une femme au grand cœur et une véritable icône pour les jeunes générations. Les acteurs de l'éducation en concertation au programme l'analyse sectorielle de l'éducation vers l'emploi. Les 3 ordres d'enseignement sont concernés. Les travaux ont débuté ce jeudi dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les précisions avec Ghislain Bouguet et Wenceslas Arwaimo. Quelle éducation voulons-nous donner à nos enfants dans nos écoles? C'est autour de cette question que se sont réunis les cadres des 3 ordres d'enseignement, des experts en éducation et enseignants. Ils sont invités à la suite du 2e forum de l'éducation à faire le diagnostic du système éducatif national. Le processus d'élaboration du plan sectoriel de l'éducation post-2015 a démarré. Nous sommes aujourd'hui à une étape, mais figurez-vous, et vous êtes d'accord avec moi, que plusieurs étapes restent encore à franchir. L'éducation doit être un ensemble de dispositifs qui accompagnent vers l'emploi. C'est sur cette base que ces acteurs du milieu éducatif sont appelés à travailler à la proposition de réformes qui permettent l'arrimage de l'éducation aux besoins du marché de l'emploi. Dans leur réflexion, ils prendront en compte des paramètres du financement de l'éducation nationale qui tournent autour de 28% des dépenses de l'État. Ils prendront en compte également le phénomène de la déperdition scolaire, sans oublier la disparité du genre dans nos écoles. À terme, il s'agit d'arrimer le plan sectoriel de l'éducation post-2015 au programme d'action du gouvernement 2016-2021 avec comme cible à long terme 2030 pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Le ministère de la fonction publique accompagne la promotion de la bonne gouvernance au Bénin avec l'appui de l'ambassade de France. Des inspecteurs de services et emplois publics ont été formés pour permettre à l'administration d'être un outil de développement. La cérémonie officielle de sortie des lauréats a eu lieu hier à Cotonou. Francis Fatan et Jean-Claude James y étaient. Première promotion d'inspecteurs des services et emplois publics. Ils sont 12 à avoir tiré leur épingle du jeu après 12 mois de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM afin de contribuer à l'amélioration des performances de l'administration. Vous avez acquis des connaissances en contrôle des marchés publics, en audit organisationnel, institutionnel et financier, en règle de gestion des ressources humaines et j'en passe. Il vous appartient désormais de mettre à profit ces acquis et ces méthodes de travail dans nos structures respectives. Malgré les conditions de travail qui ne sont pas toujours satisfaisantes, mes collègues et moi-même prenons ici l'engagement de rendre visible, crédible et performante l'IGCEP. Au nombre des partenaires qui ont soutenu cette initiative du ministère de la fonction publique, l'ambassade de France. Dans un contexte de forte attente sociale vis-à-vis de l'administration, des attentes en matière de transparence, de redevabilité et d'exemplarité, les inspections doivent affirmer leur rôle et prendre une part active à l'évaluation des politiques publiques.
À un moment où le Bénin s'emploie à révéler son génie au monde, ce groupe d'inspecteurs des services et emplois publics constitue un espoir selon la ministre de l'Enseignement supérieur. La route Kome-Lokossa-Dogbo en chantier a reçu une nouvelle fois la visite du directeur général des infrastructures. Jacques Ayadi est allé constater le niveau d'avancement de ce chantier dont la réalisation est à la charge de l'entreprise Ebomaf. On retient que les travaux vont vite, mais l'entreprise reste tout de même confrontée à des difficultés qui la bloquent. Cyprien Lokossou, Évariste Zoman. Les travaux de la route Kome-Lokossa-Dogbo avancent bien, mais par endroits, on peut constater des arrêts. À Kome, juste devant le parc Autogare, les conducteurs de taxi auraient souhaité une entrée directe sur le parc. Ici, c'est l'entrée, c'est là-bas la sortie. La sortie ne crée pas de problème. La sortie de la gare routière pour aller au sens de Lokossa, ça ne crée pas de problème. Mais quitter Lokossa pour rentrer sur le parc, vous avez laissé d'espace là-bas. Cette modification n'est pas faisable, selon les techniciens, parce que à quelques mètres de là se trouve le carrefour. Mécontentement des conducteurs de taxi. À Koyogbe, les travaux sont entre-temps bloqués par le maire Cyriaque Domingo. La mairie percevait des taxes de l'entreprise pour exploitation de ses ressources. Mais une décision du ministère des Mines interdit ces paiements. Du coup, le maire est sevré. Au lieu d'aller payer ce qu'il doit aux impôts, ils n'ont pas payé. C'est ça qui a fait. J'ai dit, il faut que je bloque. On est là pour avancer, on est déjà en retard, tout le monde le connaît, et que lui il va venir nous bloquer nos travaux, et puis il parle qu'on travaille la nuit. On doit travailler la nuit pour rattraper le retard. C'est pourquoi nous sommes là. Les sommes qu'il a prises, on va vous montrer les dessins à la télévision. Les sommes que le monsieur le maire a prises avec Ebomaf, on va vous montrer ça à la télé. Le ministre de l'Infrastructure m'a dit de venir vous dire de ne plus bloquer les travaux. Depuis 8 mois. Non, 8 mois, les 40% sont où? Parce que, mais les 40%, allez demander ça au ministre des Finances. Mais c'est maintenant que tu me dis, on s'est vu à Bomé, je t'ai posé le problème. Mais la lettre était déjà signée. Non, on avait une dernière facture avec eux avant que la lettre soit signée. Mais le ministre des Finances a dit cette facture ne devrait pas avoir droit de cité. En plus de ces situations, l'entreprise Ebomaf est toujours confrontée à des difficultés d'occupation de l'emprise par les riverains. Il y en a qui ne sont pas encore dédommagés. D'autres peinent à enlever les tombeaux et les fétiches de la voie. Le chantier est intensément en activité partout, vous avez dû voir. Moi j'ai un petit regret simplement parce qu'il n'y a pas la mission de contrôle sur place. Moi je n'ai pas la garantie maintenant qu'il y a la qualité derrière la quantité que je suis venu voir. La qualité des travaux de la route Kome-Lokossa-Dogbo n'est pas vérifiée au fur et à mesure. La mission de contrôle a plié ses bagages pour défaut de paiement. Un nouveau regroupement est porté sur les fonds baptismaux. Il s'agit du GRADEP, entendez Groupe de réflexion et d'action pour le développement de la presse, une association professionnelle qui compte travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres et soutenir le développement de son pays. Plus de détails avec Ghislain Bouguet. Assemblée générale constitutive du groupe de réflexion et d'action pour le développement de la presse GRADEP. Le GRADEP regroupe en son sein des patrons de presse, des journalistes et autres acteurs des médias. Ils estiment que les conditions de vie et de travail des hommes de presse au Bénin sont très peu désirables. Il paraît donc impérieux de repenser la presse dans notre pays, de travailler à son élévation et d'en faire un véritable instrument au service du développement. Une presse libre qui s'engage pour le développement de son pays, en choisissant d'accompagner les actions du gouvernement. Nous optons pour une presse qui épouse les idéaux du nouveau départ pour lequel le peuple béninois a opté en portant son choix sur le président Patrice Talon le 20 mars 2016. Ces hommes de presse ont épousé les idéaux du chef de l'État et sont prêts à aller au charbon. Je voudrais vous rassurer que le GRADEP sera aux côtés du gouvernement pour les grands combats. De grands combats qui ont pour socle et rampe de lancement le programme d'action du gouvernement. Les premières actions que le GRADEP prévoit mettre en œuvre, c'est d'abord
s'approprier le PAG, le programme d'action du gouvernement. Un programme d'action ambitieux qui veut révéler les potentialités du Bénin au monde. Le groupe MTN s'est conformé à l'une de ces dispositions statutaires. Il s'agit de la présentation du bilan financier et des performances économiques au cours de l'année 2016. Une présentation faite en présence des associations de consommateurs. Le compte rendu avec William Tchoki. Une présentation faite à Pretoria, la capitale sud-africaine, mais suivie de bout en bout par les responsables du MTN Bénin dans les locaux de la direction générale. Une mise en lumière des résultats financiers du groupe MTN qui place le Bénin comme étant l'un des 2 pays les plus performants en matière de services et des finances. For MTN, it's about letting everyone see what the company is doing as a group, and also in Benin, it's the first time we are letting people see how our company is investing in Benin and how we are doing, performing. Le réseau de téléphonie mobile, au vu des présentations faites, aurait investi au Bénin depuis son installation en 2009 à ce jour 187 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les actions sociales de la fondation MTN se levant à 1,5 milliard de nos francs. C'est vraiment heureux pour nous de constater que nous accompagnons l'inclusion financière au Bénin. Nous allons continuer par le faire à travers notre service qu'est le mobile money. Et nous allons continuer à pousser ça dans les contrées. Les associations de consommateurs présentes à la séance apprécient l'initiative, mais elles veulent surtout que les retombées financières du réseau rejaillissent davantage sur les abonnés. Il revient également à MTN donc de pouvoir valablement représenter ses consommateurs, de pouvoir valablement faire confiance à ses consommateurs en évitant, en faisant une circoncision de tout ce que nous dénonçons en tant que consommateurs, en faisant en sorte que les consommateurs ne soient de moins en moins grugés. Le groupe MTN, c'est plus de 204 millions d'abonnés dans 22 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Bénin, il dit avoir atteint 97% de couverture de la population. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un bel après-midi en compagnie des programmes de l'OETB.